Ok, je pense on peut commencer, hein, C'est parti. de façon responsable et pas irresponsable cette fois-ci. Parfait. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cet épisode hors série à nouveau de Monsieur Series and Friends, spécial interview avec Frédéric Rosset, créateur de Irresponsable, entre autres. Bonsoir. Bonsoir. Et pour m'accompagner dans cette tâche, j'ai Olivier de Series qui est venu poser aussi quelques questions. Bonsoir. Parce que ce n'est pas un secret, hein, on a beaucoup apprécié les 2 premières saisons de maintenant que l'on sait qu'il y a une 3e saison de Irresponsable, et donc c'est aussi pour ça que l'on t'a invité. Et ça fait beaucoup plaisir. Voilà, savoir qu'est-ce qui t'a amené jusque-là et qu'est-ce qui nous attend par la suite. Alors déjà, Frédéric, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Frédéric Rosset. Je viens d'où je viens de Chaville, qui est la ville où se passe Irresponsable. Donc j'ai grandi là-dedans. Puis et j'ai toujours voulu faire de l'audiovisuel pendant longtemps du cinéma, et j'aimais aussi beaucoup la série. Mais alors pendant une longue période, j'ai cru que c'était pas trop possible en France de faire de la série. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait, quoi. Et donc du coup, T'es dur avec Joséphine quand même. voilà, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a eu ça a été, c'était pas je me disais que j'étais pas dans le bon pays là-dessus, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'était la série était presque d'une certaine manière un loisir, et l'objectif c'était plutôt du cinéma. Aujourd'hui, je trouve que c'est 2 formats qui me plaisent tout autant, et si finalement l'aventure m'a amené à me centrer sur la série, le cinéma m'attire toujours autant. Donc voilà. Mais donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, alors que j'étais à l'époque intermittent du spectacle, que je gagnais surtout ma vie en tant que régisseur et monteur. J'écrivais des scénarios dans mon coin. J'étais dans une période un petit peu lâche où j'étais pas sûr de finir par faire le métier que je voulais vraiment faire, jusqu'à ce que je découvre l'existence d'une nouvelle formation à la FEMIS qui allait se créer. À l'époque, c'était la toute première promotion. J'ai tenté le concours. C'est une formation, donc à la FEMIS, c'est une grande école de cinéma française qui est normalement très centralisée sur le cinéma, mais donc ils ont ouvert cette formation qui dure 1 an, qui s'adresse à des gens qui ont déjà une certaine expérience. Et donc je l'ai tenté. Moi, mon expérience, c'est que j'avais écrit pour de la bande dessinée. Pour le coup, j'avais repris une bande dessinée pour enfants qui s'appelle qui est assez vieille, en fait. Moi, quand j'ai repris, c'était le tome 21, ça faisait 30 ans que ça existait. Tu peux rappeler le nom de la BD, parce que je pense que ça a coupé juste au moment où tu as dit le titre. Ah zut. Ouais. Alors, ça s'appelle Marion Duval. Marion Duval, c'est une BD qui paraît dans Astrapi, un journal de Bayard Presse. Et donc moi, c'était mon seul job professionnel en tant qu'auteur. Vraiment, sinon j'étais encore entre guillemets amateur, mais ça a suffi à me faire entrer à la formation. Enfin, ça a plus le concours, et là, ma vie a complètement changé, en fait, parce que la même période, en fait, si moi je tente ça, alors que je disais que je ne croyais pas trop à l'idée de faire de la série télé en France, j'ai commencé à découvrir un peu avant des choses, en fait. J'ai découvert qu'un village français, j'ai découvert Engrenage, t'avais Les Revenants saison 1 qui était sorti il y a peu, donc je me rendais compte que, en fait, il pouvait se passer des choses en France à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Et bref, une fois à la FEMIS, là, en gros, tout a changé, quoi. C'est-à-dire que cette formation m'a vraiment appris un métier, m'a aussi ouvert des contacts. Et c'est dans le cadre de cette formation que il faut créer un projet personnel, écrire un pilote et une bible. Et moi, c'est ce que j'ai écrit, c'est Irresponsable. Donc en sortant de l'école, j'ai tout de suite trouvé un producteur. On est très vite allé voir OCS. Et en fait, 1 an plus tard, j'étais en train d'écrire la saison 1, et on l'a tourné dans la foulée, quoi. Voilà. Justement, là, par rapport à ça, donc ça tombe bien, ça fait une transition pour une question d'Olivier. Vas-y, Olivier, justement, si tu veux la poser. Justement, moi, je voulais savoir la place de la FEMIS dans la création de ta série. Comment ça s'est passé exactement? Vous avez écrit ça en groupe, vous avez été aidé par des profs, comment ça s'est passé concrètement à la FEMIS au moment où tu as écrit la série? Qu'est-ce que ça a changé par rapport à une série qui est écrite en dehors dans une writer's room? Qu'est-ce que ça a changé, le fait que ce soit fait à la FEMIS? Ce que ça m'a permis, en fait, c'est que moi, c'était une idée que j'avais en tête depuis quelques années, mais j'avais jamais essayé vraiment de l'approfondir. J'ai mis dans un tiroir parce que je sentais que c'était une idée. Alors, l'idée
pour faire courte, un irresponsable, c'est l'histoire d'un type de 30 ans qui vit encore chez sa mère, qui est complètement immature, qui se comporte comme un ado, qui se découvre père d'un véritable ado. Ça, c'était un truc que j'avais en tête depuis quelques années. Je savais pas exactement quoi en faire. Et en fait, quand j'entre dans cette formation et que le but de la formation, c'est en gros, sur un an, il y a 2 grands exercices qui sont sur 6 mois chacun. Le premier, c'est travailler sur une série déjà existante, faire de la commande, où là, ils nous mettent en condition de travail de commande, où du coup, on bosse avec le créateur de la série ou du cas son showrunner ou directeur de collection. Et ensuite, il y a l'idée de créer sa propre série. Alors là, de ce niveau-là, soit on l'a créé tout seul et donc on finit l'année avec un pilote écrit et une bible, donc tout ce que va être la série, quoi, l'annonce les arcs narratifs de la saison 1, tout ça. Ça, on l'écrit au sein de la Fémis. Moi, j'ai ressorti mon projet de mon chapeau à ce moment-là, et j'avais un tuteur qui s'appelle Vincent Poimiro, qui est l'un des 2 créateurs de Ainsi soit-il, la série d'Arte. Oui. Et qui, petite anecdote, quand on m'a dit que c'était lui mon tuteur, j'ai eu un tout petit peu peur parce qu'autant j'adore Ainsi soit-il, mais je me disais que c'est quand même pas la série la plus drôle du monde et je me disais que je me demandais si c'était le bon tuteur pour écrire une comédie et en fait je me suis bien fait avoir et en fait il faut vraiment pas étiqueter les gens parce qu'il est super drôle en fait et on s'est super bien entendu et donc lui plus les deux directeurs de cette formation, que sont Emmanuel Dossé, qui est producteur à Tetramédia, qui fait entre autres Un village français, et Franck Philippon, qui est scénariste sur différents projets, Maison Clos saison 2, bien d'autres, Nos Limites sur TF1. Bref, c'est surtout ces 3 personnes-là, et principalement quand même mon tuteur, Vincent Poimiro, qui m'ont vraiment encadré. Et il n'y a pas eu d'atelier d'écriture pour répondre à ta question, Olivier. J'ai pas travaillé avec d'autres gens de ma formation à ce moment-là. On était vraiment un peu à ce moment-là un peu isolés. Il y en a qui ont écrit leur projet à 2, mais moi j'étais tout seul pour le coup. Par contre, j'avais un garde-fou quoi, qui était mon tuteur, qui sait ce que c'est que créer une série et qui a su vraiment m'aiguiller, qui t'apporte vraiment un certain soutien, un bon tuteur et une bonne personne qui t'aiguille, mais qui en gros a le boulot de producteur en fait. Un producteur c'est le boulot d'un producteur dans le fond. Ce que je raconte, c'est de réussir à savoir à comprendre ce que tu veux faire, à avoir envie de faire la même chose et à te pousser à aller vers ce vers quoi tu veux aller. C'est-à-dire ne jamais réprimer tes envies, mais réussir à mais parfois on se trompe nous-mêmes, on peut aller dans des directions par incertitude et en fait un bon tuteur t'aide normalement à t'aiguiller vers vers quoi tu veux aller sans que tu te rendes compte parfois quoi. Et ça a été vraiment le boulot de Vincent Poimiro, puis ensuite le boulot d'Antoine Zimalka, mon vrai producteur sur la série, quand j'ai continué à écrire la suite de la série. Ça, j'en parlerai plus tard, si vous voulez. Mais donc, du coup, déjà c'était vraiment, du coup, d'une certaine manière, une simulation de travail avec un producteur sur l'écriture d'une série, en fait, tout simplement. Et tu sens que tu as eu de la chance d'avoir ce tuteur-là par rapport à d'autres de ta promotion, on va dire, ou finalement, c'était tout le monde un peu sur le même pied d'égalité? Bah, tous les tuteurs étaient bons. Après, il y avait, je sais que d'autres années, il y a eu Fanny Herrero qui l'a fait. Il y a eu quelqu'un, il y a eu différents tuteurs. Je vais pas essayer de tous les lister, moi là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé sur quelqu'un à qui mon projet parlait et avec qui je me suis super bien entendu artistiquement et humainement parlant. Aussi bon soit des tuteurs, ça peut arriver qu'un élève et un tuteur ne s'entendent pas très bien sur l'idée artistique. Et moi, de ce niveau-là, je suis aussi autant solidaire envers les élèves que les tuteurs parce que c'est toujours très compliqué de travailler avec quelqu'un qui, par la force des choses, doit t'aider à te faire avancer sur ton projet, mais dans le fond, c'est ton projet, ça lui parle pas plus que ça, quoi. Moi là, si j'ai de la chance, c'est que vraiment, Pomiro, il était super, quoi. Et quand t'es arrivé, t'es arrivé avec le projet, t'es arrivé avec quelque chose un peu, une idée un peu concrète du truc, ou c'était juste vraiment juste le tout petit pitch dont tu nous as parlé, c'était juste une idée en l'air, il y avait quand même une base de construction. Il y avait une base, mais il y avait quand même beaucoup de choses à raconter encore. Mine de rien, en fait,
Chouette, l'un des seuls qui arrivait avec un projet qui avait un pitch de départ et à l'arrivée, c'était le même pitch en fait. Il y a beaucoup de gens qui avaient des idées plus vagues et qui, dans le fond, ils se sont rendus compte dans construction, mais c'est très bien aussi, hein, ça arrive beaucoup. Oui, Et de très bonnes séries dans ce truc-là sont partis d'un point de départ pour finalement aller ailleurs. Moi, finalement, le pitch de départ qui est l'histoire d'un type qui retourne vivre chez sa mère en banlieue parisienne et qui se comporte comme un vrai irresponsable, un vrai ado et qui est le père et qui découvre père d'un ado, donc un fils caché. Ça, c'était le point de départ. Ensuite, en fait, le travail, c'était de réfléchir à c'est qui les personnages de cette base-là. Et il y avait plein de choses il y avait plein de choses qui s'imposaient en fait. Par exemple, j'avais pas tant réfléchi que ça au personnage de la mère. Je dis la mère de l'ado, donc l'ex du personnage principal. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que en fait, j'avais un point de départ très efficace pour une comédie de remariage classique, de partir du principe de deux êtres qui se sont aimés à une époque, qui aujourd'hui sont séparés, et quand ils se retrouvent, ils sont devenus des opposés. Parce que c'était ultra logique que si lui, et il savait pas qu'il avait un fils, il a rien foutu pendant 15 ans, il a pas du tout évolué dans sa tête. Elle, à l'inverse, il y avait un truc qui était imposé, c'est que elle, c'est quelqu'un qui est devenu mère à 15 ans. Et donc, du coup, c'était évident qu'à l'inverse de lui, elle avait... Elle avait grandi, elle ouais, était voilà, devenue adulte à 15 ans, quoi. Et donc, c'était presque l'inverse de lui. Lui qui est resté dans l'adolescence, elle n'a pas eu d'adolescence, en fait. Et donc, du coup, il y avait tout de suite l'idée de dire, bon, du coup, ils sont très différents. Mais du coup, dans le fond, ils sont attirés l'un par l'autre parce que chacun a ce que l'autre n'a pas eu, en fait. Ouais. Et aussi, c'est bête, mais tout de suite, tu dis, attention, il y a un piège. Le piège évident, c'est le mec, du coup, c'est le mec drôle et l'actrice principale, le personnage féminin principal, c'est un peu le clown blanc, quoi. L'Auguste et le clown blanc, c'est celui qui juge l'autre et qui du coup et risque de devenir un personnage moins intéressant. L'idée, c'est en gros, j'avais un peu peur que lui soit Gaston et elle ce soit Prunelle, mais en Mademoiselle Jeanne, quoi. Donc du coup, mais d'un côté pourquoi pas, mais il fallait du coup trouver très vite, du coup, ok, d'accord, faut faire en sorte que le personnage soit intéressant aussi. Qu'est-ce que c'est l'idée tout de suite de se dire que elle, justement, elle a pas eu d'adolescence et qu'elle va craquer, qu'elle va se rendre compte au contact de ce personnage principal qu'elle en a marre de sa vie toute tracée, et qu'elle a envie de faire une crise d'adolescence sur le tard, qui est quelque chose qui existe. Hein. Moi, je connais des gens qui à 30 ans, soudainement, se sont rendus compte qu'ils ont passé toute leur vie, y compris leur jeunesse, à aller sur des bonnes rails, à faire les bonnes études tout de suite, à tout de suite entrer dans le monde du travail, à être vraiment réglo de chez réglo, pas faire de vagues, et qui soudainement, à 30 ans, font une crise de la trentaine en disant « mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma jeunesse, je m'emmerde », et qui se mettent soudainement à se permettre des choses qu'ils n'ont pas faites à 20 ans, quoi. Et c'était à peu près ce profil-là, soudainement, qui s'imposait pour le personnage de Marie, et ça, c'est vraiment en travaillant par exemple, hein, c'est un exemple parmi plein d'autres, au sein de la Fémis que j'ai réfléchi à tout ça, en fait, quoi. Qui sont mes personnages? Parce qu'en fait, on ne tient pas, j'avais peut-être un concept, mais on ne tient pas une série tant qu'on n'est pas sûr d'avoir de bons personnages, tout simplement. Ça, c'est clair. Et justement, d'avoir donc ce diplôme, cette certification, enfin peu importe, je sais pas si c'est un diplôme, mais je pense que c'en est un, sur le CV, et cette série là qui est un pilote qui vient de la Fémis, est-ce que ça apporte quelque chose quand tu dois aller le vendre ou pas du tout? Bah ça a attiré le regard de producteurs. Oui. Moi, il y a 2 producteurs qui à mon diplôme de fin d'études, qui est un oral ouvert, en fait, tout le monde peut venir. J'ai 2 producteurs qui sont venus me voir. Moi, j'ai tout de suite été attiré par le producteur de Tetramedia, qui s'appelle Antoine Zimanka, parce que en fait, je sentais vraiment qu'on avait une vision du projet assez similaire et que c'était quelqu'un avec qui c'est une bonne boîte, quoi. Ils ont fait un village français, et moi, je suis un très grand fan d'un village français, même si c'était autre chose. En plus, j'ai vraiment appris à les connaître et ça me plaisait, quoi. Et je sais pas ce qui se serait passé si j'avais écrit le projet de mon côté et qu'il l'aurait reçu sur une pile, je l'aurais envoyé comme ça, et voilà, est-ce que ça les aurait attirés ou pas, je ne sais pas. Après, en plus, probablement, de toute façon, je sais même pas si le projet aurait été aussi le dossier aurait été aussi carré et donc attirant si j'étais pas passé par la Fémis, donc voilà. Mais donc du coup, ça m'a amené cette prod qui tout de suite, du coup, savait où m'amener, quoi. C'est eux qui ont tout de suite pensé à OCS et qui sont allés voir OCS. Et quand tu vas voir une chaîne avec une prod aussi solide que peut-être un média, déjà ils t'écoutent, c'est sûr, ils te lisent, c'est obligé. Et donc tout de suite, les étoiles se sont alignées parce que le projet a aussi très vite tapé dans l'œil des gens d'OCS.
Et justement, par rapport à CS, voilà, Olivier, t'as encore une question, justement. Ouais, justement, cette plateforme OCS, ça représente quoi pour toi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec Canal, c'est un peu là où ça se passe, la série française. Mais là où Canal fait un peu de ce qu'on pourrait appeler des blockbusters, on a l'impression qu'OCS, ils tentent des choses. C'est un vrai laboratoire pour les séries. Et que le fait qu'il n'y ait pas de course à l'audimat, ça permet quand même une certaine créativité. Est-ce que c'est ça qui t'a aussi attiré dans le fait de travailler avec OCS? Ouais, en fait, OCS, ils ont une ligne éditoriale qui est unique en France, qui est de dire ils ne veulent faire pour l'instant en tout cas au sa signature que du 26 minutes a priori plutôt comique. À l'époque en tout cas c'était que du comique. Il y a eu Mission entre temps mais bon, mais donc un format 26 minutes qui leur permet de faire des séries pour pas cher parce qu'ils donnent un budget très très limité, mais donc, du coup, la contrepartie, c'est à partir du moment où on dit oui au projet suite à votre pitch, à votre point de départ, bon, nous on avait un pilote écrit déjà, et que ça nous intéresse, à partir du moment où on signe et qu'on dit banco, on vous laisse une liberté totale et on ne se retrouve qu'à la projection. Ça, c'est unique en France. Et le diffuseur qui ne se met son écriture. Et donc, évidemment, c'est extrêmement attirant pour un jeune auteur comme moi qui avait encore tout approuvé à l'époque où je sortais de la Fémis, je sortais de l'œuf, quoi, j'avais encore rien écrit. Ouais. Parce que c'est pour une plus grosse chaîne, en fait, c'est compliqué de faire confiance à un jeune auteur qui a encore tout approuvé, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé déjà évidemment qui n'a pas déjà fait une première série et qui ou qui n'a pas travaillé déjà des années et des années sur des projets de commande, des grosses séries qui du coup a déjà un vrai bagage qui leur donne confiance. Et donc du coup ces chaînes-là, même s'il y avait vraiment la peur de mon côté que de viser trop haut en allant voir des plus grosses chaînes et au pire on les attire, on leur fait peur et donc ça ne les intéresse pas. Au mieux, si le projet les intéresse vraiment, en fait, quoi. Ouais, non mais ils se disent ok, mais on vous met un auteur senior, ou alors on a un gros réal et donc du coup il y a un gros risque de se faire déposséder de son projet, ou alors que ça prenne des années de développement. Moi je me rendais bien compte que j'avais un projet qui était très personnel et j'avais une idée très précise de ce que je voulais en faire, et que si je voulais garder totalement la maîtrise là-dessus, une chaîne comme OCS pouvait m'apporter un risque minimum d'impression de me faire déposséder de mon projet, comme je disais. Et comme mon projet pouvait ne pas coûter cher, c'était après, voilà, il y a des gens ils ont des projets qui demandent de l'argent et donc on sait c'est même pas la peine d'y penser, mais moi en l'occurrence ça rentrait complètement dans la ligne éditoriale d'OCS, budget compris. Il fallait faire quelques concessions, il y a des choses que j'aurais pu vouloir faire sur OCS que je ne pouvais pas parce que le budget est vraiment très 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 limité, mais dans l'ensemble je pouvais faire la série que je voulais faire. Et dans le fond ça ressemble à même si on réfléchit à comment bosse un réalisateur qui fait un premier film, souvent, c'est un projet qui coûte pas si cher que ça et qui est très personnel. Et c'est une fois qu'il a fait ce film-là, qu'il a prouvé sa valeur, que alors là, il a deux choix devant lui. Soit il continue toute sa vie à faire des projets un petit peu de ce calibre-là et donc il sent une liberté totale, soit il veut viser des budgets plus hauts et faire des projets qui nécessitent plus d'argent, et peut-être que les investisseurs ont moins peur et lui font confiance parce qu'il a fait cette première œuvre où il a prouvé tout ce qu'il avait qu'il a prouvé qu'il avait son talent d'auteur, quoi, directement. Donc moi c'est un peu comme ça que je l'ai vu, et donc j'avais vraiment l'impression en allant sur OCS que je pouvais me diriger vers quelque chose de safe où je me serais enfin voilà quoi, comme tu disais. Justement, est-ce que le fait d'avoir toute cette liberté, ça peut être aussi quelque chose d'un peu angoissant parce que mine de rien, du coup, tu sors de l'école et tu te retrouves à gérer une série par toi-même sans aide. Alors, tu as toujours les producteurs derrière, mais globalement, en termes de créativité, tu es tout seul, quoi. Donc, est-ce que ça, c'est pas aussi un peu angoissant quand même? Pas tant que ça, dans le sens où je savais à peu près où je voulais aller, où j'avais vraiment réfléchi à mon concept de série et où j'avais deux garde-fous qui sont déjà mes producteurs, en effet, qui avaient un regard
extérieur qui est bienveillant, moi, quand je lui faisais lire des textes et qui me faisait des retours, j'ai très vite compris que je m'étais pas gouré parce que c'est le genre de retour où tu reviens à ta copie en te disant la prochaine version sera meilleure. Avec ce qu'il m'a dit, je sens qu'on va aller dans une même direction et c'est pas plutôt à l'inverse de bon bah j'ai plus qu'à sauver les meubles, il m'a dit n'importe quoi. Donc déjà ça, et puis ensuite c'est faux de dire qu'on a une contrainte, qu'on a zéro contrainte artistique, parce qu'une contrainte budgétaire est une contrainte artistique énorme en fait. Moi ça m'oblige à vraiment réfléchir très très en amont au fait que aucune scène ne doit être purement gratuite. Il faut qu'à chaque fois qu'elle serve un enjeu et que ça avance, parce qu'on n'a pas le temps de tourner du gras en fait. On doit à chaque fois on doit tourner que ce qui est essentiel et faut limiter énormément en termes de décor. Il faut toujours que ça se passe à peu près, on n'est pas dans une sitcom, mais presque au niveau des possibilités de nombre de décors et le nombre de personnages. Et donc ça limite de toute façon déjà. Et c'est pour ça justement enfin bon là il y avait la Fémis, mais c'était pour ça le choix de la comédie à la base, par question de plus simple à faire rentrer dans un budget ou Non, c'est ce que j'avais envie de faire, tout simplement. Moi, Oui. moi, quand j'étais à la FEMIS, je réfléchissais pas au CS du tout, ou à des logiques de créativité, tout ça. Il te demande ce que tu veux faire un 52 drames ou un 26 en comédie. Et moi, j'avais ce projet-là que j'avais en tête et que j'avais depuis un moment et que j'avais vraiment envie de développer. Ouais. Il s'avérait que c'était de la comédie. Il s'avérait que le 25 minutes était le meilleur format pour moi pour ce projet. Et donc je me suis lancé là-dedans. C'est après coup qu'un producteur m'a dit, bah, ça, c'est idéal pour OCS. C'est pour ça, donc tu te sens plus à l'aise, enfin peut-être ici en tout cas, dans la comédie que le drama pour débuter, quoi, de ton côté. Pas tant que ça, pas tant que ça. C'est comme je disais, le cinéma m'attire autant que la série et le hasard m'a amené à la série, j'en suis très content. C'est à peu près la même chose au niveau de la comédie ou du drame. Moi, dans le fond, j'aime bien, je me restreins à aucun genre particulier, quoi. Tout m'intéresse. Et d'ailleurs, j'aime bien mettre du drame dans la comédie. Fait ça petit à petit, touche par touche. On s'est mis à se dire, c'est pas parce qu'on fait de la comédie qu'on n'est pas obligé d'avoir des moments touchants et un peu dramatiques. Et je pense que si j'écrivais du drame, et d'ailleurs ça m'arrive d'écrire du drame pour de la commande pour l'instant, mais voilà, je fais l'inverse. Donc moi j'aime bien mélanger les genres en fait. Mais on a ressenti ça en saison 2. Moi j'ai vraiment ressorti que la saison 2 était un peu plus mélancolique, un peu plus pas dramatique, mais il y avait quand même des moments d'émotion qui étaient un peu plus présents qu'en saison 1, qui était vraiment purement axé comédie. Du coup, c'est vraiment un truc que tu veux explorer. Tu veux, c'est quelque chose qui te permet de justement de renouveler ta série un petit peu, ou c'est vraiment un truc dont tu as besoin quand tu écris, de mélanger ces deux genres. Pour être plus précis, moi, la sensation que j'ai eue, c'était le vrai tournant là-dessus, c'est plutôt la seconde partie de la saison 1. En gros, les 4 derniers épisodes de la saison 1, et même dès l'épisode 5 où, pour faire très court, Jacques a disparu et Marie et Julien se mettent à le rechercher. C'est très axé comédie pendant une bonne partie de l'épisode. D'ailleurs, soit disant passant, c'est l'épisode que j'aime le moins, mais bon, bref. Mais par contre, il a quand même été essentiel parce que la dernière partie, c'était la première fois où vraiment, soudainement, Julien et Marie se posaient et soudainement réglaient leur compte, ce qu'ils n'avaient jamais fait vraiment, sur le fait qu'elle lui a jamais dit en 15 ans la vérité, tout ça. Et soudainement, vraiment, il n'y a pas de quoi rire dans cette scène, en fait. Ça s'engueule et ça s'engueule vraiment sincèrement. Et c'était notre première, c'était même pas forcément notre première tentative, parce qu'on avait déjà essayé très vite dans la saison 1, à un moment donné, le personnage de Sylvie, la mère de Julien, qui est quelqu'un d'extrêmement, qui a complètement été traumatisé par l'abandon du père de Julien, en fait, se met à faire une crise d'angoisse parce qu'elle a cru qu'il l'avait abandonné elle aussi, parce qu'elle a vraiment des problèmes avec ça, elle va voir un psy et tout. Et au départ, ça commence, cette scène-là, par exemple, qui est très tôt dans la série, toute l'idée était qu'elle commence extrêmement comédique, mais qu'on se marre au départ de sa crise, en fait, parce que la façon dont ça se passe est marrante. Et puis plus on avançait, plus finalement on finit par être un peu mal à l'aise et on finit par trouver ça moins drôle. Et pour nous, c'était des façons petit à petit d'amener petit à petit l'idée de moments plus touchants, plus dramatiques, jusqu'à ce que, et pour moi, ça a vraiment commencé définitivement la seconde partie de la saison 1, où en fait la comédie de remariage est vraiment enclenchée, en fait, quoi, où il y a un apéro dînatoire qui se passe entre Marie qui a un nouveau mec et Julien qui fait croire qu'il a une copine aussi. Ça commence en comédie et puis ça finit quand même par une espèce de, je vais pas spoiler, mais la fin de cet épisode aussi se veut un peu plus touchante que comédie.
en fait. Et donc voilà, mais à l'époque, je l'appelais ça même, je vendais même la série à mes producteurs et à OCS comme une dramédie, qui pour moi un abus de langage, parce que la dramédie, c'est un terme très galvaudé. Parce que dès qu'une comédie se permet d'avoir des petits moments un petit peu touchants, on crée la dramédie. Pour moi, une vraie dramédie, c'est BoJack Horseman, par exemple, ou alors c'est Les Grands sur OCS, où il y a vraiment un vrai 50-50, en fait. Il y a vraiment un vrai mélange. Nous, en fait, moi, je disais dramédie pour que personne ne soit surpris quand je me mets à soudainement vouloir être un peu moins drôle sur une scène et qu'on me dise pas, dis donc, c'est plus la série. Moi, je voulais une comédie très tout de suite qui avait des moments qui se permettaient parfois qui cherchaient pas du gag à tout prix toutes les 5 secondes et qui parfois pouvaient avoir des moments plus touchants, quoi. Alors le truc, c'est que la saison 2, c'était la saison de la confirmation sur ce mouvement-là. Ça a été parce que ça commence tout de suite comme ça, alors que la saison 1, ça arrive vraiment petit à petit. Déjà, il y a ça, et puis il y a l'autre chose, c'est que la saison 2, on s'intéresse beaucoup plus au point de vue des autres. Saison 1, on suit toujours quasiment dans quasiment toutes les scènes le point de vue de Julien, en fait, qui est un personnage qui, quand il lui arrive des énormes merdes, façon dont l'interprète Sébastien Chassagne, et c'est super, et c'est ce qu'on voulait, il est drôle, quoi qu'il en soit. Il y a un truc de tragicomique, mais donc de comique constamment, quoi. Alors que c'est pas forcément le cas de tous les autres personnages, quoi. Quand on se met à suivre un peu plus le point de vue de Marie, ou même le point de vue de Sylvie, la mère de Julien, qui, comme je disais, peut paraître quand on la voit de loin du point de vue de Julien, très comique, mais dès qu'on s'intéresse directement à son fort intérieur directement, et donc à son point de vue, on se rend compte à quel point c'est vraiment un personnage tragique. Et du coup, et 2 met beaucoup plus en avant cet aspect dramédie, entre guillemets, quoi. D'accord. Et par rapport, pour revenir justement sur cette évolution dans la série, donc voilà, c'est une respiration dont les comédies ont en général besoin, hein, pas toutes, mais voilà, ça évite justement de s'essouffler niveau gag. Est-ce que voilà, la différence aussi entre la saison 2 et la saison 1, est-ce que suite au succès de la saison 1, t'as eu plus de liberté pour la saison 2, c'était plus simple ou non, c'était un nouveau défi? Ça change rien, c'était un autre défi dans le sens où quand j'ai écrit la saison 1, j'avais vraiment eu 6 mois de travail tranquille dans le cadre de mes études où il n'y avait aucune certitude et aucune deadline niveau date, alors que donc limite la 2, je l'ai démarré en partant de quasi à poil, quoi. Donc le démarrage était limite, était plus dur, et ça ne changeait rien dans le sens où le succès d'estime de la saison 1 a fait très plaisir, mais déjà quand c'est arrivé, nous ça faisait déjà un moment qu'on écrivait la 2, parce qu'il faut pas perdre de temps, quoi. Il faut commencer à l'écrire alors qu'on est toujours en post-production de la saison précédente. Et le succès d'estime n'a pas apporté un énorme nouveau budget, parce qu'OCS garde sa politique d'avoir de financement. Donc de confiance quand même, non, il y a pas quelque chose où tu te dis bah ouais, là j'ai l'impression que j'ai fait mouche, parce que honnêtement, enfin c'est rare que les séries OCS fassent parler d'elles en dehors des gens qui sont vraiment abonnés à OCS. Là c'est sorti un peu des limites de la chaîne. Il n'y a pas un moment donné tu t'es dit ouais, là je suis dans le vrai, et du coup ça t'a pas tu t'es pas dit tiens, je peux aller plus en profondeur, je peux aller ça a pas joué dedans? C'était déjà le but quand on écrivait la 2, parce que de toute façon, pour moi j'avais déjà l'idée qu'une saison 2, l'idée c'est pas intéressant de faire une saison 2 si tu développes pas un peu plus des certaines choses les éléments sur lesquels tu allais le moins en profondeur par rapport à la 1, quoi. Moi, tout de suite, l'idée c'était de dire bah faut qu'on voit un peu mieux les personnages secondaires et leur point de vue, faut qu'on traite un peu les sujets dont on n'a jamais abordé avec Julien dans la saison 1, parce que c'était pas le sujet de la saison 1, qui est le fait qu'il vit chez sa mère et son indépendance et son rapport au boulot. Et donc du coup on savait qu'on voulait approfondir ces choses-là de toute manière. Après, et donc on a commencé à écrire ça avant de savoir comment allait être traitée la série. Ensuite, quand la saison 1 est sortie et qu'elle a eu du succès, bah, ça nous a conforté vers là où on allait, et on a écrit Le Cœur léger, quoi. Et moi là, je me demande si jamais par contre on a été mal accueilli, là je me demande comme s'il aurait réussi à écrire la 2 sereinement, et je pense que la réponse est évidemment non. Mais du coup, ça m'a plus conforté que ouvert des portes, j'ai envie de dire. Et là, par contre, justement, le fait que tu dises que vous étiez en train d'écrire la saison 2, déjà en post-prod de la saison 1, c'est une méthode très américaine de la série par rapport à la série
habituelles, hein. Après elles sont pas toutes comme ça, mais au niveau français ou même en Belgique, où pour avoir une saison 2, parfois il faut attendre quasiment 3 ans. Parce qu'ils attendent de voir un peu les retombées. Là, c'est parce que c'était OCS ou c'était juste vous? Non, j'ai l'impression qu'on est en train un peu de bouger là-dessus quand même, hein. C'est-à-dire que moi, je bosse sur des séries de commandes qui sont plus forcément des saisons 1 ou quand on m'appelle pour parler, pour bosser sur ces séries, la saison précédente n'était pas sortie. J'ai même eu le droit mon tout projet de commande, c'était pour une série qui s'appelait pas une grande série, mais j'étais super content de faire ce premier boulot de commande, qui était une série de France Télévisions. Et alors, pour donner un exemple, c'était donc sur la saison 3. Moi, j'ai été engagé, ça faisait déjà un petit moment qu'ils écrivaient dessus. J'ai écrit, j'ai dialogué mon épisode qui était donc le 4e épisode de cette saison 3. Et à l'époque, la saison 2 n'était pas encore sortie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la saison 2 est sortie et qu'elle n'a pas fait d'assez d'audience. Et donc, du coup, finalement, ce que j'ai écrit n'a servi à rien. Enfin, j'étais quand même payé pour le faire, hein, mais n'a servi à rien parce que la série a été annulée entre-temps. Mais beaucoup de prod et même de chaîne partent du principe qu'il faut prendre cette avance-là. Et le truc, c'est que nous, on est tellement pas, on n'a qu'on n'a pas une armée de scénaristes, un vrai atelier d'écriture, enfin très rarement. On n'arrive pas rarement à sortir pile un an plus tard comme les Américains. Si on attendait le succès d'une saison pour se démarrer, en effet, là pour le coup, on prendrait à chaque fois 3 ans, et je pense que c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire, quoi. Donc voilà, Irresponsable saison 2 est sorti un an après que un an après, et moi j'ai entre guillemets mal vécu parce que j'avais envie de me battre pour sortir des saisons tous les ans, mais je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment pas difficile dans le cadre artisanal dont on écrit cette série, quoi. On n'a pas une armée de scénaristes, donc si en plus de ça on devait attendre, si par exemple la saison 3, nous on la tourne en septembre, pour donner un exemple, la saison 3 on la tourne en septembre, on a commencé à l'écrire en septembre dernier. Il nous faut quasiment 10 mois pour écrire une saison et vraiment être bien, quoi. L'idée, c'est que je rende les textes le 31 juillet. Et si j'avais attendu d'avoir confirmation de l'existence de la saison 3, ça s'est fait en mars dernier, et qu'on a commencé en mars, et donc pas en septembre 2017, mais la saison 3, elle serait sortie bien plus tard que ce qu'on va faire là maintenant. Donc heureusement qu'on fait ça. J'en ai un autre exemple, une série sur laquelle je bosse, c'est 10%. J'ai écrit le dernier épisode de la saison 3 qui est en cours de montage actuellement, qui sortira a priori à l'automne prochain. La saison 3 sera à l'automne prochain. Là, on m'a déjà proposé de bosser et on a commencé à travailler sur. Et pourtant, 10%, ça sort tous les 1 an et demi, ça sort pas tous les ans. Et il n'y a que 6 épisodes. Donc, c'est dans le cas de la façon dont on écrit une série en France. Heureusement qu'on se bouge le cul avant qu'une saison sorte, parce que sinon, en effet, ça donne les revenants, ça donne une saison qui sort 3 ans plus tard, et c'est vraiment bon signe, quoi. Ouais, ok. En parlant justement d'écriture, tout ça, bon, forcément, c'était un projet que tu avais bien avant donc la Fémis et même donc le tournage. Mais est-ce que au moment de caster, de donner le rôle à Sébastien Chassagne, est-ce que c'était une évidence, c'est un choix, ou t'avais vu d'autres personnes pour le rôle? Est-ce que tu as dû modifier un petit peu le scénario en fonction de... aussi. Bon, déjà, pas vraiment. Quand Sébastien était arrivé sur le projet, seul le pilote à l'époque de la Fémis existait. Parce qu'en fait, Sébastien, contrairement à tous les autres acteurs, a été casté quand on a... petit détail qu'on n'a pas prévenu, c'est qu'il existe un premier pilote qui a été tourné à l'époque de la Fémis, qui est un exercice d'école. La Fémis permet aussi ça. Et donc, du coup, c'était un film d'école réalisé par Émilie Noblet, qui était donc une ancienne élève de l'école. Et donc, du coup, à ce moment-là, il a fallu caster quelqu'un... il a fallu faire un casting pour tourner ce film d'école sur la base de ce premier pilote. Alors, premier pilote qui n'était pas exactement celui qui existe aujourd'hui, parce que pour moi, le pilote, c'est les 2 premiers épisodes de la saison 1, en fait. Et pour une logique OCS, en fait, on l'a divisé en 2, mais en fait, à la base, on l'a rallongé et transformé en 2 épisodes de 20 minutes, alors qu'à la base, c'était un pilote de 30 minutes, en fait. Et donc la fin de ce pilote Fémis, c'est la fin de l'épisode 2 de la saison 1. Mais il y avait des scènes en moins, quoi. Bref, à l'époque, Émilie Noblet, qui est donc la réalisatrice qui a été engagée pour réaliser ce pilote Fémis, ancienne élève. On fait des castings, on voit plusieurs acteurs
acteur, et en fait, elle finit par avoir une espèce de révélation assez vite, en fait, hein, de dire, mais moi, je connais un acteur peut-être qui serait excellent pour le rôle à voir, et c'est Sébastien Chassagne. Et donc, en effet, il y a un premier casting. Il y a, je mets 2 secondes à réagir parce que c'est vrai qu'il apportait tellement sa personnalité que c'était pas à 100%, 300% exactement le Julien que j'avais dans ma tête, mais qui était très abstrait en fait. Et il m'a fallu vraiment pas très longtemps, vraiment très peu de temps pour me rendre compte que les ajouts qu'il apportait ne défiguraient pas le personnage que je l'imaginais, mais en fait lui apportait énormément de choses en fait, quoi. Et donc du coup, dès le casting, il a apporté des choses, il a eu des idées qui étaient de l'ordre de l'improvisation, qui nous a paru géniales. J'en donne un exemple parmi mille autres, mais il a, dans son casting qu'il avait fait avec une actrice qui pour jouer sa mère, il y avait cette scène où elle essaye d'appeler à tout prix plein de gens pour qu'il y ait du boulot, et au bout d'un moment, il finit par choper le téléphone, il dit non mais il y en a marre, et il débranche le téléphone fixe et il part avec pour que sa mère arrête d'essayer d'appeler des gens pour lui trouver du boulot. Et ça, c'était pas dans le scénario, le fait qu'il débranche le téléphone, ça n'allait pas jusque-là. Et c'est au casting qu'il soudainement il fait ça. Et non, ça c'est génial, j'aurais aimé l'avoir moi-même, mais en plus, du coup, évidemment, le fait que ce soit lui qui l'a apporté est super attirant, quoi. Donc du coup, j'ai très vite établi quelle était la personnalité de Sébastien et que c'est lui, Julien, dans le fond. Et donc, quand j'écris tout le reste de la saison 1, et puis ensuite, évidemment, la 2 et la 3 actuellement, je l'avais en tête. Et voilà, pour moi, Sébastien, c'est Julien, quoi. D'accord. Bon, ben, voilà. En tout cas, c'est vrai que là, on peut difficilement imaginer quelqu'un d'autre, surtout maintenant, après 2 saisons, mais ça a l'air d'être tellement lui, d'être tellement naturel de Sébastien dans ce rôle-là que... Ouais, c'est vrai que j'imagine même pas. Ça devrait faire bizarre de voir le pilote Fémis justement sans lui. Je pense que ça doit faire. Mais le pilote Fémis c'est avec lui, c'est ce que je disais. Oui, voilà, mais voilà, le fait que le casting était normal, mais si c'était pas lui au départ, c'est vrai que j'imagine même pas quelqu'un d'autre, même un acteur connu. Mais ce pilote Fémis, alors malheureusement pour des questions de droit et de choses comme ça, c'est très très compliqué de le partager. Mais moi, je serais très curieux de le montrer parce que à part Sébastien et alors aussi Vincent Schenbach qui joue Adrien, le flic qui était casté à ce moment-là. Tous les autres sont joués par d'autres acteurs qui étaient bons, hein, mais pour le coup on les a recastés parce que il y a eu Stéphane Caffiero qui a changé de réalisateur aussi. Stéphane Caffiero est arrivé et il y a eu des volontés d'aller ailleurs pour d'autres personnages. Et du coup ça fait bizarre, hein, de voir ce pilote féminin. Je pense que je serais très très curieux d'avoir des avis de gens. Malheureusement c'est difficile de le montrer. D'accord. Alors Olivier, tu avais aussi, justement, tant qu'on parle des personnages, tu avais une question sur... Moi, ce qui me plaît beaucoup dans la série, c'est justement la qualité des acteurs. Je trouve qu'il y a un naturel dans leur façon de jouer, dans leur... ils collent au personnage, ce qui, moi, je trouve très rare en fiction française. Et ça fait pas de théâtre, en fait. C'est ça. C'est vraiment... Moi, en général, c'est ce qui me bloque dans la fiction française. Pareil. Et là, je trouve que ça marche vachement bien. Pour moi, il y a que 2 séries françaises qui marchent comme ça. C'est Le Bureau des légendes et Irresponsable. Et je voulais savoir comment ça se passait sur le tournage, tu donnes à tes acteurs de la liberté ou tu es très dirigiste, tu cadres beaucoup les choses ou c'est vraiment tout le temps dans le dialogue avec les acteurs, comment ça se passe? Déjà c'est marrant de dire que ça fait pas très théâtre parce que ces acteurs pour beaucoup Marie Kaufman, même Sébastien ou alors Nathalie Sarda, elle a beaucoup ça, c'est des gens qui font plus de théâtre que du visuel, même certains n'avaient jamais fait vraiment, Sébastien c'était le cas, n'avait jamais fait mais que du théâtre avant, mais ils ont tous en effet cette envie de naturel. C'est une envie commune. Le réalisateur Stéphane Caffiero a un rôle évidemment énormément important là-dedans. Et alors en effet, la règle d'or en tant qu'auteur, c'est ne pas être un psychopathe du texte et vouloir qu'il soit prononcé à la virgule près si jamais les acteurs se sentent pas à l'aise dedans, quoi. Après, la règle du jeu, c'est aussi d'essayer de faire en sorte, dès le dialogue, de réfléchir de la façon la plus naturelle qui soit. Avec ma co-auteure, parce que j'écris avec Camille Rosset, qui est ma sœur, la série.
Et, et du coup, nous, parfois, on lit régulièrement ce qu'on écrit, et dès que nous, on a l'impression de nous-mêmes buter sur des mots et de dire, oula, c'est compliqué, on essaie de changer d'autres formulations, on essaie de faire au mieux. Après, on se rend jamais forcément compte, et il y a parfois des acteurs qui, pour trouver le mot en bouche, vont ailleurs. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y a des acteurs très, très proches du texte. Mhm. Marie Kaufman et Nathalie Sarda ou Sam Kerman, c'est des acteurs qui sont très très proches du texte, mais dans leur façon de jouer, apportent toujours quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. Mais bon, eux, pour le coup, ils sont voilà. Et puis il y a des acteurs comme Sébastien qui eux, ont des besoins de rajouter des choses à eux. Alors parfois, ça peut être des punchlines et donc des trucs super drôles, mais même parfois, c'est pour sentir plus naturel, aller dire les choses un tout petit peu autrement. Et donc, moi, j'ai une seule règle, c'est que du moment, parce que comme je disais, aucune scène n'est inutile au niveau des enjeux. Toute l'idée, c'est quand même qu'à chaque fois, il y a entre guillemets de l'info qui passe dans des scènes pour que l'histoire avance. Et donc, tout le but, c'est que ça paraisse naturel et qu'on n'a pas l'impression d'avoir une succession d'infos pour avoir et donc raconter des histoires. Mais il n'empêche que qu'il faut que ces infos passent, quoi, parce que sinon, on ne comprend plus ce qui se passe. Et donc, du coup, du moment que ça saute pas. Il y a aussi du moment que la comédie, c'est aussi énormément une question de rythme. Et donc, du coup, quand on écrit, on joue beaucoup sur le rythme. Donc, du moment que certaines impros, certaines rajouts ne rallongent pas énormément le rythme, ne cassent pas un effet de montage qui était désiré dès le scénario, bon, c'est à nous de voir, c'est à nous de dresser la barre. Mais là-dessus, il y a Stéphane Cafiro qui est un autre garde-fou. Je parlais de garde-fou pour les producteurs, là, c'est pareil pour lui. Lui, c'est vraiment son boulot. Sur la prépa, pour être sûr d'être le mieux à l'aise possible, on fait déjà des lectures. Il commence par des lectures seules avec ses comédiens parce que c'est toujours compliqué de faire une première lecture avec le scénariste devant eux parce qu'ils ont peur de dire du mal du texte, et je peux le comprendre totalement. Donc du coup, ils inventent des premières choses sans moi. Puis après, il y a une seconde lecture où moi je suis là, où je prends note pardon, de certaines idées. Si jamais ça nous paraît justifié, il y a un vrai dialogue qui se crée, quoi. Tout l'idée, c'est qu'il y a jamais c'est que moi, je dois être ouvert à eux. Et donc et en contrepartie, je me sens jamais complètement exclu. C'est ça le but, quoi. Après, sur le tournage, du coup, moi j'ai pas trop ma place, mais je suis présent, et si jamais il y a un énorme truc que je remarque sur une prise où je me dis merde, ils passent à côté, ils ont oublié le contexte de la scène, parce que c'est extrêmement compliqué, hein. Ils tournent comme on tourne par décor, ils doivent tourner il tourne la scène 3 de l'épisode 5, et puis juste après il tourne la scène 2 de l'épisode 2, puis après la scène 5 de l'épisode 10. Donc c'est un véritable, c'est très très compliqué là-dessus. Très très vigilant, et ils font, et il y a il y a une vraie émulsion là-dedans. Et je sais que Stéphane, lui, son truc, c'est de faire des prises, de faire en sorte d'avoir des prises où ce qui doit être rentré en termes d'image et d'infos et de jeu est rentré, et le et ça arrive très souvent, c'est de dire ok, j'ai ce qu'il faut, maintenant amusez-vous. Si vous voulez aller ailleurs, si vous voulez devenir un peu plus du texte, faites-le. Et après, c'est ce montage qu'on voit, quoi. Et c'est globalement assez efficace. Il y a rarement des ratés. Je parle d'un point de vue scénariste, hein. C'est-à-dire des ratés, ça veut dire que ça s'est trop éloigné du texte, et soudainement je trouve que c'est pas exactement l'intention qui passe, que j'imaginais, et ça peut perturber. Mais même ça arrive, mais c'est rare. Parce qu'il y a une vraie intelligence de respect du texte qui se fait malgré les impros. De toute façon, une bonne impro se base sur un texte à l'aise, quoi. Ouais, Donc, voilà. Et justement, par rapport après à la suite, qu'est-ce que l'on peut attendre de la saison 3 ? Bah ça c'est un peu la réponse à la question à laquelle je vais pas trop répondre, hein, parce que c'est un peu trop tôt pour se décider exactement de quelle info va passer ou pas. Ouais. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la fin de la saison 2, peut-être plus que la fin de la fin de la saison 1, n'annonçait pas vraiment exactement à 100% ce qui allait se passer dans la 2. Le point de départ de la 2. Alors, parce qu'on avait fait la fin de saison 1, on n'était pas sûr que ça allait continuer, et donc du coup on avait fait une fin qui pouvait se fermer là-dessus. C'était ça être renouvelé. Quand on a écrit la 2, pour le coup, on avait vraiment l'espoir d'être renouvelé, on leur a vraiment eu mauvais si ça n'avait pas été le cas. Donc du coup, on s'était permis de faire une fin un peu ouverte à la fin, où clairement, on annonce le point de départ de la 3. Je ne vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu, mais je pense que tous ceux qui ont fini la saison 2 peuvent voir de quoi je parle.
Donc voilà. L'autre élément que je peux dire qui peut être surprenant, notamment et en contradiction avec ce que je viens de dire pour ceux qui voient de quoi je parle, c'est qu'il va y avoir une ellipse plus forte entre la 2 et la 3 qu'il y en avait entre la 1 et la 2. Parce que dans ce qu'on veut raconter, il faut que notamment le personnage Jacques soit un peu plus vieux. Du coup, la saison 3, ouais, je peux le dire, ça, la saison 3 se passera un peu plus qu'un an plus tard, on va dire. D'accord. Pas énormément non plus. Bon, en plus, ça nous arrange parce que, bah, mine de rien, Théo Fernandez, il vieillit et donc, du coup, il commence à vraiment pas être crédible en ado, quoi. Je m'en rendais pas compte, mais plein de gens m'ont dit, mais putain, il a tellement grandi entre la 1 et la 2. Moi, C'est clair. j'avais l'espoir que ça se voit pas tant que ça, et bon, ça se voit un peu. Mhm. Donc, quand on dit qu'il est en seconde, ça passe déjà un poil moins bien, parce que, bah, en vrai, il a 19 ans, quoi. Mais ça va, on n'est pas dans Dawson non plus, hein. Mais bon, voilà. Bon, du coup, mais c'est pas uniquement pour ça qu'on fait ça, c'est parce que c'est vraiment pour une très très bonne raison, parce que pour le coup, je ne vais vraiment pas divulgacher. Bien sûr. C'est dommage. Oui. Mais c'est déjà pas mal comme début de. Ah non, d'info. c'est très bien, je m'en attendais pas autant, parce que j'ai posé la question tout en me disant, bon, on n'aura pas de réponse, mais là, ça me paraît déjà très bien. Tu as de la chance. Comme je sais que vous êtes une série où vous buvez de la bière en parlant, en hommage à vous, j'ai commencé au début de l'interview une bière, je ne vous l'ai pas dit, qui s'appelle Bonnet Rouge, qui est une bière qu'on m'a offerte et qui est très particulière. Et je me rends compte qu'il doit être un peu alcoolique. Attends, elle est à combien? Elle est à 5,5. C'est juste Oh, que ça va. Non, c'est juste que j'ai pas, C'est c'est juste que j'ai pas mangé. Mais du Ah coup, ouais, là, pour être honnête, j'en suis au On bout fait de la boire les bouteille. gens Et pour donc, qu'ils nous donnent et des donc sous. voilà. c'est bien Bah, que tu sois raccord avec le podcast, c'est bien. La bière, Bah, je parle beaucoup, alors du coup, je suis désaltéré. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. c'est ça. En tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas mis une demi-heure à donner le pitch de la série comme on l'a fait avec Sébastien. Et oui, c'est ça. Moi, je suis. C'est On ça. est Moi, scénariste en même temps. mais c'est notre fonctionnement. Moi, je suis carré, je suis structure, je suis efficacité. Sébastien, c'est la folie, la liberté, sa personnalité. Je pense que c'est bien plus drôle d'écouter le podcast avec Sébastien qui est hilarant dans la vie que moi qui réponds très sérieusement. Mais voilà, c'est notre force. J'imagine que c'est la force du combo entre nous deux, quoi. C'est ça, donc va falloir écouter les deux interviews pour avoir le maximum d'informations de toute façon. Exactement. Il n'y a pas le choix si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, justement là, je vois que par rapport au temps, on arrive tout doucement au temps où les gens vont commencer à couper parce que c'est trop long. On va essayer de choisir voilà, la question du quel regard tu portes sur la création française. Waouh, c'est horrible de dire on va conclure en posant une question aussi vaste et compliquée. Parce que Ça les 2 heures. les autres questions sont un peu plus rapides et bateaux, mais je pense que celle-là, autant moi qu'Olivier, on a envie d'avoir un petit truc, un petit mot, quoi. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que les choses changent? Voilà, globalement, quoi. Bah, théoriquement, ça va dans le bon sens, dans le sens, si on compare à il y a plusieurs années, tu te dis quand même que tu es un peu plus facilement capable de citer un certain nombre de séries françaises qui vraiment te plaisent et où tu t'éloignes de cette horrible phrase que je vais jamais entendre, je crois que c'est la pire chose qu'on peut me dire sur ma série. Je sais que certains le disent et ils le pensent et tant mieux. Mais moi, c'est terrible à entendre pour moi, qui est le fameux franchement, pour une série française, ça passe. Ça veut vraiment dire que c'est de la merde. Voilà, je pense qu'il y a de plus en plus C'est malheureusement ce qu'on dit très souvent quand même. Mais oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus de séries où on s'éloigne un tout petit peu de ce truc-là, quoi. Et après, mais ça fait, je pense qu'il y a vraiment des volontés de changement. Je pense qu'il y a des envies qui sont pas forcément faciles à combler parce que bon, on manque de possibilités et d'ouverture et c'est très dur de réussir à faire des. Quand tu dis qu'on manque de possibilités, c'est vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des diffuseurs, vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis de... Non, des diffuseurs, mais quand je dis ça, je critique pas forcément les diffuseurs qui existent, je critique le manque de concurrence peut-être. Et moi, je suis très attiré de ce qui va se passer avec d'autres arrivants comme Netflix, Amazon, de ce que ça va aussi créer. C'est con, mais quand sont arrivées les chaînes
câblé aux États-Unis, ça a créé une vraie émulsion chez tout le monde, y compris chez les networks qui se sont dit bon là faut aller ailleurs et donc prendre des risques parce qu'on est en train de se faire bouffer une partie de l'audimat et c'est comme ça que Lost est arrivé sur une chaîne de network par exemple. Donc moi je peux pas en vouloir à certaines chaînes de prendre zéro risque si leurs audiences sont énormes parce que de toute façon c'est les seules séries qui sont proposées donc voilà. Mais après moi il y a plein de séries. Moi j'ai la chance de bosser sur en plus en dehors des responsables je bosse sur quelques séries de commandes et j'en suis arrivé à un stade où il y a aucune série de commande que je fais où je me dis je fais ça pour bouffer. Comme je l'ai dit, je bosse sur 10% et c'est quand même un super kiff. Je bosse sur une autre série qui alors bon ça je sais pas si cette série va exister au bout du compte et je vais vraiment pas entrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais ce projet de série là, bosser là-dessus, être payé pour faire ça, mais c'est un kiff absolu, j'adore. Et c'est pas ma série, hein, je travaille pour quelqu'un à ce moment-là, je suis vraiment un auteur payé pour et donc je me rends compte qu'il y a vraiment des possibilités de faire des choses et je pense que ça n'existait pas avant quoi. Après moi je suis ultra curieux et incapable de te dire à quel point ça va s'améliorer en fait, à quel point on va réussir, parce que je trouve que force est de constater que même si ça s'améliore et ça va très bien, on n'en est pas au niveau des Anglais, des Scandinaves ou des Israéliens, où chaque année tu te dis, ou quand tu es à Sérimania, tu te dis, ok, bah encore, c'est encore les plus forts, quoi. Cette année, voilà, à Sérimania, j'ai pas vu l'occasion de voir beaucoup de séries, mais j'ai vu 3 séries israéliennes absolument géniales et j'ai vu The Split, série anglaise qui est incroyable. Et tu dis, bon, bah voilà, c'est super, et tu dis, bon, bah, c'est pas. On n'en est pas encore exactement à ce niveau-là, et surtout en termes de nombre de séries. Donc moi, je suis très curieux de ce qui va avancer. J'ai quand même, pour vraiment être positif, l'énorme sensation d'être arrivé au bon endroit, au bon moment, à la bonne période. C'est-à-dire que moi, je bosse avec des auteurs un peu plus âgés, je vais pas être mesquin, mais qui sont là depuis 10 ans, quoi. Comme par exemple, quand je... Non, mais... ça m'embête d'enchaîner là-dessus du coup, mais quand je bosse sur 10% avec Fanny Herrero, c'est quelqu'un qui est sur le c'est quelqu'un qui techniquement a 10 ans de métier de plus que moi. C'est la bière qui parle, c'est pas grave. Non, mais je suis très jeune, donc elle reste jeune aussi. C'est quelqu'un qui est dans le métier depuis 10 ans et qui, quand elle a commencé comme moi j'ai commencé, c'était un niveau, le niveau de la traduction française était beaucoup plus compliqué. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré et qui a beaucoup travaillé pour améliorer le niveau de la fiction française. Et je lui en suis énormément reconnaissant, et notamment pour des gens qui sont aussi les mentors de Fanny Herrero, comme par exemple Peter Krivine quand il a fait Un village français. C'est des gens qui ont vraiment ouvert une voie, et là on est arrivé à un certain stade où là tu sens une certaine émulsion, une envie des chaînes, une appétit des chaînes pour des jeunes auteurs, et ça c'est super, et de nouveaux projets, de tenter des choses. T'as des chaînes comme TF1 qui commencent à tenter des choses. C'est encore dans. Pour l'instant, il y a des séries qui sont encore au stade de développement, de murmure, mais déjà à l'écran, moi j'ai bossé sur Les Bracelets Rouges par exemple, et je sais pas comment dire, à une époque j'aurais jamais cru bosser sur une série de TF1 et dire je suis content des résultats, regarde cette série, je suis trop fier. Et Les Bracelets Rouges, moi, c'est une série sur laquelle je dis ça, quoi, vraiment, sans aucun souci. J'aime beaucoup cette série et je suis très content d'avoir bossé dessus. Et il y a d'autres séries qui potentiellement vont arriver plus tard, d'après ce que je sais, si ça se confirme. Une chaîne comme TF1 qui, à une certaine époque, franchement, j'aurais vraiment eu un a priori extrêmement négatif. Même cette chaîne-là se bouge un petit peu les fesses, quoi. Et tente des choses parce qu'il y a une envie de rajeunir. Il y a aussi il y a TMC qui arrive, je m'interroge beaucoup là-dessus parce qu'ils sont mis à vouloir faire quotidien, à faire leur quiz, et je me dis mais est-ce qu'ils vont faire aussi de la fiction un peu plus libérée là-dedans. Donc comme je dis, un nouveau diffuseur, parce que je crois aussi beaucoup à ça, c'est qu'il faut pour l'instant OCS est un peu trop une série, est un peu trop l'une des seules chaînes qui permet du laboratoire, et c'est très bien, mais du coup c'est limité, quoi. Et donc du coup il y a certaines autres chaînes qui devraient faire ça, quoi. Bah, c'est surtout qu'il y avait France 4 jusque là, mais ça risque de se barrer, enfin c'est plus que oui, donc, le problème c'est que France 4 ils ont changé de ligne éditoriale toutes les 5 secondes, contrairement à c'est ça le problème. à OCS qui c'est une ligne et il est resté, et ce qui arrive à France 4, moi je trouve ça très triste. Et alors c'est clair. Je sais que dans le milieu des scénaristes, le plus dramatique là-dessus, c'est surtout l'animation, parce que pour le coup, c'était vraiment un truc très important là-dessus. Et c'est un truc qui est... Moi, je suis pas là-dedans, mais il y a beaucoup de gens que ça les fait bouffer l'animation, donc c'est très très emmerdant. En revanche, avant même que ça arrive, moi, je m'interrogeais sur
fait, France 4, ils veulent quoi. C'était compliqué d'aller proposer un truc à France 4 parce que j'avais l'impression qu'ils allaient changer beaucoup, quoi. Et, qu'ils allaient changer régulièrement de ligne éditoriale. Mais cela dit, je dis ça, mais moi, pour pas être trop négatif, on était allé les voir France 4. On avait très très envie de faire des choses avec eux. On avait un projet et on était curieux. Je parle pas d'irresponsable, mais d'un autre truc. Ça, c'était pas fait. Je me disais, bon, dommage, j'espère que c'était pour eux. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bon, après, peut-être que ça leur plaisait pas tout court. C'est complètement possible. Mais je pense que surtout, ils étaient dans une certaine tourmente. Tourmente. Ils se lançaient pas dans de nouveaux projets parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait possibilité que ça s'arrête et c'est ce qui arrive. Oui. Bon, mais bon, je sais pas, je reste, cela dit, sur vraiment l'idée de lendemain qui chante et l'idée que les choses vont s'accélérer et s'améliorer. Comme je dis, vraiment, on arrive à une période où tu peux citer des séries contemporaines françaises nombreuses qui te plaisent. Sans en avoir honte, surtout. Voilà, c'était pas le cas à une époque, en fait, et une époque vraiment pas si longtemps que ça, quoi. Donc déjà, c'est un signe factuel, simple de les choses se sont améliorées. À quel point, on verra bien. Alors, pour terminer, là, la question là beaucoup plus simple. Si tu devais me citer une série incontournable pour toi et ta série du moment. Wow, une série incontournable. Celle que tu conseilles à tout le monde. Ça peut être la même chose, ça peut être ta série du moment qui est une série incontournable. C'est... Peu importe, je peux tricher et en citer plus qu'une, mais allez vite. Ah ben oui, vas-y. En comédie, moi, ma série vraiment. Alors bon, il y a Friends qui a été extrêmement importante pour moi et que j'aime d'amour, mais quand on écrit avec ma sœur, quand on écrit Irresponsable, je sais pas si vous connaissez évidemment peut-être dans South Park l'épisode Les Simpsons l'ont déjà fait, où dans South Park ils disent ils arrêtent pas d'avoir des idées et en fait ils jouent sur le fait. Les Simpsons, ça existe depuis tellement longtemps qu'ils ont déjà piqué toutes les idées. Ouais. Quand on écrit Responsable, le jeu, c'est d'avoir une idée où on se dit merde, Friends ne l'a pas déjà faite, quoi. Donc, c'est vraiment extrêmement importante et c'est vraiment, enfin voilà, quoi, c'est vraiment une série très importante. Pour citer du moins connu, dans comédie, il y a Party Down qui pour moi est extrêmement importante et que j'ai absolument adoré. Et qui est une comédie qui a duré 2 saisons, qui a bidé à l'époque, je crois, mais qui est devenue culte après coup parce que tous les acteurs sont incroyables, quoi. T'as Adam Scott, Lizzie Kaplan, Jen Lynch, et alors j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Ron, mais il est incroyable. Et donc où le concept, c'est des acteurs et des scénaristes pour l'instant un peu ratés ou en tout cas qui n'arrivent pas du tout à Hollywood, qui n'arrivent pas du tout à percer, qui du coup sont serveurs dans un truc où chaque épisode en fait c'est dans une nouvelle partie, donc un nouvel endroit. Donc ça peut être aussi bien les Golden Globes du porno qu'un enterrement tout classique, mais donc à chaque fois il y a un nouveau décor et ça renouvelle l'épisode et en même temps chaque épisode se passe en huis clos et tous les personnages sont absolument géniaux, avec notamment un patron qui est le seul qui veut pas être acteur ou scénariste et qui est le seul à y croire vraiment, mais qui est vraiment il est un peu comme le personnage Michael Scott de The Office, c'est le mec qui veut bien faire mais qui est ridicule et dont tout le monde se moque et qui est vraiment incroyablement malaisant. Et puis t'as plein d'autres gens, et t'as mon couple préféré dedans, et Adam Scott, Lizzie Kaplan, ils sont sexy au diable et ils sont tellement bons, c'est vraiment leur meilleur rôle chacun alors qu'ils ont une carrière incroyable tous les deux. Et donc grand fan de Party Down. Et alors une série, je précise, une série de Rob Thomas, donc à qui on doit Véronica Mars entre autres. Mais j'ai jamais, je sais pas ce que je fous parce que je suis un fan absolu de cette série depuis des années. J'ai jamais vu Véronica Mars, pardon. Ouais. Et je sais pas ce que je fous parce que si je suis aussi fan de sa série, je me dis il faut que je c'est pas le même genre, hein, Party Down et Véronica Mars, mais voilà. Mais c'était sur Stars et effectivement, je confirme que c'était quelque chose d'assez précieux, mais qui a complètement bidé parce que c'était sur Stars en fait. Faut pas chercher plus loin. Et alors ça a fini depuis 1 ou 2 ans, je crois, mais plus que ça. Plus que ça. Ah non, pardon, j'allais enchaîner sur une autre série qui était pour la série du moment. C'est pas vraiment une série du moment dans le sens où elle existe elle s'est terminée en 2014-2015, je sais plus, peut-être un peu plus tard d'ailleurs, peut-être que j'ai de la merde, mais qui s'appelle Please Like Me, mais moi je viens de la finir personnellement. Ouais. Et Please Like Me, c'est une série australienne. Australienne, je crois, c'est ça, qui est sur Netflix. J'avais regardé les 2 premières saisons l'année dernière, j'ai trouvé ça super. J'aime pas trop binge-watcher d'un coup et j'avais envie de faire une pause, mais là je viens de me mater les 3 et 4 et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment une
une vraie série comique extrêmement forte qui a alors des ruptures de ton très très fortes. Ça veut dire on se marre vraiment beaucoup et puis soudainement ça peut devenir très triste soudainement et il y a un, et ça fait pas de cadeau là-dessus et en même temps on n'est jamais la série se perd jamais pour autant. Et le concept, le point de départ, c'est un mec qui il est fait larguer par sa copine parce qu'il est gay. Et lui dit n'importe quoi, je suis pas gay, tu dis n'importe quoi. Elle dit si, je te jure, t'es gay, donc je pense qu'il faut qu'on arrête. Et le mec n'y croit pas. Et n'importe quoi, 2 scènes plus tard, il couche avec un mec, il fait merde, en fait, je suis gay, c'est vrai. Et donc c'est l'histoire d'un mec qui se rend compte qu'il est gay, quoi, tout simplement. Mais alors c'est vraiment le point de départ, hein, très vite. Il y a plein d'autres choses. Et puis c'est tout. Et puis et le point de départ, alors ça me fait un peu penser à Responsable vite fait, mais c'est pas la même chose. C'est qu'en même temps qu'il découvre ça, il y a sa mère qui est bipolaire en fait et qui fait une tentative de suicide. Et en fait, l'idée c'est que si jamais il n'accepte pas de s'en occuper, d'être son tuteur et donc de vivre avec elle à nouveau, elle va en hospice. Elle veut vraiment pas aller en hospice, il est un peu inquiet. Donc du coup, à nouveau, c'est le point de départ. Après, la série évolue beaucoup. Il se met à revenir chez elle pour s'occuper d'elle parce que voilà, il y a idée d'une rupture de ton, c'est une comédie et pourtant ça parle d'une mère bipolaire qui a envie de se suicider régulièrement. Et c'est vraiment c'est très très fort, les personnages sont vraiment super. Ouais, et c'est vraiment pas très connu, j'ai l'impression. Enfin, non, peut-être que j'ai de la merde là-dessus et que plein de gens ont découvert, mais moi vraiment, en fait, j'ai eu cette sensation chelou de découvrir une pépite. Alors bon, c'est sur Netflix, donc plein de gens ont dû l'avoir en même temps. Bah non, pas forcément, parce que sur Netflix, il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes n'ont pas encore vues, tellement il y a de choses. C'est ça. Et voilà, et donc vraiment, sinon, série du moment actuel, de ce qui sort actuellement, moi, je regarde, je suis un peu à la page. La seule série que je suis vraiment en ce moment, où toutes les semaines, je suis là, je le regarde, c'est Handmaid's Tales, qui est une série sur laquelle, au départ, j'avais des petits trucs à reprocher. Formellement, elle m'énervait un peu parfois. Je trouve que, pour donner un exemple, et c'est déjà le cas en saison 1, je trouve que parfois il y a une espèce d'effet de mise en scène avec des musiques un peu pop, dans des moments où vraiment ça s'y prête pas du tout. Je crois que l'un des pires exemples, c'était dans la première épisode de la saison 2, où quand il y a une scène de pendaison collective, en gros, soudainement, il y a une musique qui vraiment, je l'ai trouvé incroyablement déplacée, ça marchait pas du tout, ça gâchait complètement l'effet. Il y a un personnage dans la saison 1 qui se fait couper les trompes, je sais plus quoi exactement, et soudain, enfin peut-être que je spoil un peu trop là, mais au moment où elle apprend ça, il y a de la musique limite dansante qui arrive et la générique sur cette musique, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette musique de merde. Bon, il y a des effets de mise en scène et de sound design qui me dérange dans cette série, mais je suis un peu désolé, je me rends compte que j'ai un peu cassé dans le dos d'une série que je trouve vraiment formidable. À côté de ça, c'est une série incroyablement forte. Bon, pour le coup, tout le monde la connaît. Je pense que j'ai pas besoin de la pitcher, de la raconter. Mais je sais pas, j'avais besoin de dire ce truc-là, négatif, désolé, mais en vrai, non, vraiment. C'est bien d'avoir ce genre de. Je pense que j'ai jamais entendu ce son de cloche-là par rapport à cette série, effectivement. Mais ça me surprend beaucoup. Mais moi, je suis très très fan de ça. Je trouve ça très cool. Il faut que je continue Légion. Là, j'ai un peu arrêté ça. J'étais très fan de Légion saison 1. La 2 m'a beaucoup perdu, comme beaucoup de gens, je pense. Parce que là, étant dit, il y a eu un phénomène assez intéressant, c'est que je suis allé chez des amis à Toulouse, c'est très intéressant, ça passionne tout le monde, mais du coup, ils étaient en mode, vous avez pas vu Légion, et ils se sont fait quoi, il y a une saison 2 qui vient de sortir, et alors là, du coup, téléchargement un épisode, et hop, on les regarde, et moi, j'étais en mode, bon, d'accord, j'ai pas le choix, genre chez eux, je me remate le début de la saison 2, et en fait, la revision, avec en plus j'en étais déjà à l'épisode 5 ou 6 à ce moment-là, m'a paru beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente et beaucoup moins gratuite, et je me suis rendu compte que bon, en fait, ça tient debout, mais voilà, mais c'est quand même une série extrêmement difficile d'après, et parfois la limite entre on se la pète et la mise en scène a du sens est compliquée, et ça m'avait pas tant fait ça. C'est le dernier épisode, quoi, qui nous dira si tout s'éclaire soudainement, ou si ça nous fait une s'ils nous ont pris pour des cons, quoi. Pour être honnête, en fait, justement, j'en étais déjà juste à nouveau, comme je disais, à l'épisode 5 ou je sais pas quoi, et là en me remettant les premiers épisodes, il y a des choses que à l'époque c'était n'importe quoi, je ne comprends rien, qui m'ont déjà paru à ce moment-là, alors que la saison n'était pas terminée, plus claire. Et la saison 1, pour le coup, avait déjà fait un peu ça, mais la saison 1 c'était un peu plus justifié. La saison 1, moi, il y a un moment donné où j'ai perdu pied, et c'est l'épisode, je me souviens, c'était l'épisode 9 qui m'a récupéré. Alors c'est compliqué vu qu'il n'y a que 8 épisodes dans la saison 1. Alors, non, l'avant-dernière, alors c'était le 7. Ouais.
l'avant-dernier épisode, tout d'un coup, où là, tout se passe, quoi. Enfin, et Et- tout s'éclaire, tout. Et même, il y a une scène très étonnante dans la, plutôt, je crois que c'est l'épisode 5 ou l'épisode 4, ou vraiment à la mi-saison, où soudainement, il y a un truc bizarre où il est en audioconférence, Carrie, là, le scientifique, où soudainement, il a une théorie sur ce qui se passe avec David, en fait, et c'est incroyable parce qu'il est en train de dire le scénario, en fait, il raconte vraiment, hey, j'ai une idée, alors je vais pas le dire ce que c'est, mais en fait, c'est incroyable à quel point il dit tout à ce moment-là, et en même temps, ça passe parce qu'à quel point on avait besoin d'entendre ça, en fait. Mais on est moins dans une logique plus. Moi, je suis un grand fan, un énorme fan de Lost, et moi, je trouve que c'est une série qui est beaucoup plus intelligente dans sa façon de gérer les mystères et de révéler des choses sans les dire vraiment. C'est-à-dire tous les gens qui disent que je comprends pas les ours polaires, pourtant, bah, c'est centré, mais ce n'est jamais dit en fait. C'est toujours subtil en fait. Et moi j'aime beaucoup ça. Et dans Légion, parfois c'est plus un personnage qui se pose et qui fait bon, voilà, je t'explique le truc parce que t'as rien compris depuis cet épisode. Voilà ce qui se passe en fait. Ça me dérange un peu. Mais en vrai, c'est quand même une série que j'aime beaucoup et qui est l'une des seules que je regarde actuellement où je me dis putain, j'ai envie de voir l'épisode suivant quoi. Ok, bon bah merci en tout cas pour tes réponses, et même si je pense qu'il y en a qui vont râler parce que vous avez spoilé des choses, c'est pas bien. Merde, j'ai spoilé quoi? J'ai spoilé en Meltaise. Sur le histoire de. Non, mais je sais pas si c'est du spoil de dire, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait couper les trompes, on sait pas de qui on parle. Enfin, pardon, je le répète du coup, hein, mais on sait pas de qui on parle. C'est un personnage secondaire, on s'en doute pas, et enfin, je sais pas comment dire. Non, mais je pense c'est que assez ça, évident que c'est une hors série où de ça, genre- contexte, ça va, ça passe. Ouais. Surtout que t'as pas cité le nom de la personne, voilà. Non, et puis alors, couper les trompes, c'est sûrement pas la bonne expression d'ailleurs. Je dis sûrement de la merde là-dessus aussi. Mais bon, bref, je m'arrête Ouais. là-dessus. Ok, bah en tout cas, merci pour toutes tes réponses à nos questions. J'espère que ça plaira autant que ça m'a plu justement aux auditeurs. Donc, je mettrai les liens des deux interviews, comme ça vous allez pouvoir compléter avec les différentes visions. Je Oui. peux dire une connerie, je suis désolé, j'interromps. Là, je viens de réfléchir 2 secondes, et en fait, en effet, c'est pas couper les trompes parce que ça n'a aucun sens que ce soit ça. Je m'arrête là, mais je me rends compte que j'ai de la merde et je me rends compte que toute personne qui pense ça depuis 5 minutes a raison. Voilà, pardon, tu peux continuer. C'est bien, je sais même plus comment terminer. Bah voilà, tu m'as coupé les trompes pour la fin. Oh, Oh là là. En tout cas, voilà, encore merci à toi. Et je sais pas si Olivier, tu as quelque chose à ajouter. Non, c'était. On a très fait le tour. intéressant. Voilà, en tout cas, voilà, merci pour ton temps. On se donne rendez-vous donc pour Irresponsable saison 3, et puis aussi Yes. 10% d'ici la fin de l'année. Alors, je viens de voir les premiers montages images en exclusivité, donc c'est pas loin d'être fini, mais franchement, je suis super content, super fier. J'espère que c'est vraiment l'œuvre de Fanny Herrero, soyons très clair, mais Oui. je suis super content d'avoir bossé là-dessus bah, et voilà. Donc je ne manquerai pas de me la péter sur Twitter quand ça sortira, parce que vraiment, je suis très très fier et très très content de ce qu'ils ont fait pour cette saison 3. Voilà. merci. Avant de te la péter. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, à liker, partager surtout l'interview, et à venir nous poser d'autres questions si jamais vous en avez des supplémentaires ou des choses que vous n'avez pas très bien compris. Voilà, donc on se dit au revoir comme ça. Est-ce qu'on fait un mot de la fin comme dans le podcast habituel, hein, histoire de terminer bien, sans Bon Jovi cette fois-ci par contre. Frédéric, un mot de la fin, juste. Juste un mot là. Ah oui, un mot, comme ça, au hasard, peu importe. Putain, c'est chaud. J'en ai eu. Destinée. Démerdez-vous avec ça. J'ai Guy Marchand en tête, mais merci. Voilà, exactement. Je pensais totalement à Guy Marchand. Voilà. C'est le but. Ah, bah, c'est gentil. Olivier? Je sais pas d'où ça sort. Irresponsable. Ah bah oui, c'est beaucoup plus Putain, évident. je suis battu pour pas le dire, putain. Ah bah voilà. Bon ben, Parce que j'ai pas d'idée, moi. on dira trompe.